Bonjour à tous et merci d'être avec nous en direct de C10FM et de RHT. Vous êtes sur Canal 10 et aujourd'hui sur le ZCL VIP. On va recevoir vers 12h30 avec Marie-France Goujon, le maire de Désirade, Jean-Claude Pioche, qui est aussi le président de l'association des maires de Guadeloupe. Un peu plus tard, nous allons recevoir un journaliste dans le cadre de la semaine de la presse à l'école avec Olivier Lancien, journaliste de Guadeloupe Première, la radio, qui viendra nous expliquer un peu son métier, puisque comme vous le savez, depuis une semaine, nous recevons chaque jour un communicant ou un journaliste. Hier, c'était Nathalie Dinan du journal France Entier. Aujourd'hui, c'est un confrère de Guadeloupe la Première. Et puis, à la fin de cette édition, nous recevrons Elisabeth Adilaïd, chronique tourisme et croisière. Mais avant, nous irons faire un petit tour du côté d'une infirmière pour une journée qui se déroulera demain. Mais avant, on va saluer Sandrine, que j'appelle toujours Séverine, je ne sais pas pourquoi. Bonjour. Bonjour Danick, bonjour tout le monde. Et elle va tout de suite dérouler l'information. Bonjour à tous, bienvenue dans le journal télévisé de Canal 10. Nous sommes le vendredi 16 mars. Nous sommes en direct sur C10FM et RHT. Voici l'actualité du jour. On commence avec l'affaire Domota. Hier a eu le procès d'Élie Domota. La sentence finale est de 300 € et 20% d'abattement s'il règle 10 jours à l'avance. Revenons sur les faits. Le secrétaire général de l'UGTG comparaissait pour violence en réunion et a entraîné un jour d'ITT à l'encontre d'un cadre de la société BCA le 12 avril 2016. Le procès a duré plusieurs heures. En effet, M. Élie Domota est monté à la barre et a décidé de s'exprimer en créole. Les manifestants étaient présents devant le palais de justice et ont improvisé un lait rose. M. Élie Domota et l'avocat de l'UGTG Harry Nirelep s'expriment sur le sujet. C'est un reportage de Michel Héraclide. Alors, la partie civile qui savait que son affaire n'était pas très sérieuse, elle s'est volatilisée, elle a disparu. Mais enfin, les intérêts sont quand même sauvegardés parce que le ministère public, il est là. Et derrière cette affaire, il y a le MEDEF. Et le MEDEF est intervenu auprès du ministre qui a donné ordre au procureur général de lui rendre compte directement de cette affaire-là. C'était une manière de dire que le parquet devait maintenir les poursuites contre Domota et fabriquer un procès au terme duquel il pourrait être condamné. Nous sommes dans une affaire où il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de victimes, les témoignages se contredisent, tout est bidon. C'est tellement bidon qu'à l'audience, le procureur lui-même a revu sa position et a demandé une requalification du délit de violence volontaire en réunion en une simple contravention de cinquième classe. C'est quand même pas très glorieux. Ce procès est symbolique. D'abord, ce n'est pas le procès de Domota, c'est le procès de Blandin. Quand je dis le procès de Blandin, c'est le procès du MEDEF. Quand je dis le procès du MEDEF, je dis que c'est le procès de système. C'est bel et bien aujourd'hui le procès du système colonial qui est à bout de souffle. Et aujourd'hui, nous disons à la justice ceci de très simple. Il faut qu'elle cesse d'être la justice de quelques-uns au service de quelques autres. Les Guadeloupéens aspirent à la sécurité et à la tranquillité. La justice ne peut pas accomplir sa mission si elle n'est pas à la fois comprise et respectée. Or, une justice qui n'est pas une justice ne sera jamais ni comprise ni respectée. Pas bien vrai que la justice coloniale en déroute. Tout le monde bien vrai, mon en salle là, que bonne vidéo là, pas ni rien, pas ni agression, pas ni rien. Yo a cherché un bug, yo dit boga porter plainte contre Domota pour voir qui Jean yo ka faire l'IGTG pas son peine. Objectif yo c'est discréditer l'IGTG, criminaliser l'action syndicale et diaboliser le combat que nous avons mené. Et qui nous dit derrière ça, les blancs pays, les béquets, Bana Blandin, les Ayotte et consorts. Mais nous avons fait, nous savons pas peur. Et devant plaidoirie à les avocats, devant solidarité à les organisations, devant solidarité à internationale, et devant combat et mobilisation à Guadeloupe, ils ont battu marche arrière. Ils ont battu marche arrière et ils ont fait comprendre la période d'esclavage. Ils ont fait fret devant nous, si nous. Et là, ils voient que ça arrête quand même, ils ne peuvent pas couillonner nous, ils n'ont pas de petit doucette avec quoi, nous, comme ça, bon, écoutez, nous, finalement, ça, nous avons fait payer 300 €, et si vous payez tout de suite, nous avons 20% de réduction, eh bien, nous avons dit, ils chier, bazot. Nous payons payer. Même si c'était 1 €, nous ne payons pas payer, ils chier, bazot. Nous ne sommes pas coupables de rien. Et malédiction, si tous ces gens ont monté le dossier là, ça. Et de toutes les façons, ça nous y a fait très simple, les organisations, les camarades, c'est préparer la mobilisation. Ensemble, pour nous rentrer si haut. Et pour nous exiger qu'ils respectent nous en pays là, ça. C'est à ça que nous avons attelé nous. Là, ils comprennent qu'ils ont fait nous, c'est ballon qu'ils ont fait nous. Et gagner liberté à nous. Sauver les pays et gagner liberté à nous. Et gagner liberté à nous.
Et qu'en est-il de l'égalité homme-femme sur notre archipel? La communauté d'agglomération La Riviera du Levant a organisé la première édition de la table ronde de l'égalité homme-femme ce jeudi à la salle des délibérations de Sainte-Anne en présence de Monsieur Bernier et d'autres personnalités. En effet, en Guadeloupe, les inégalités entre les femmes et les hommes s'observent aux différents âges de la vie. En matière d'éducation, d'insertion professionnelle, d'emploi ou de conditions de vie, les différences entre les deux sexes sont variables mais le plus souvent défavorables aux Guadeloupéennes. Le but de cette réunion était d'apporter les informations concrètes, d'expliciter cette inégalité, comment elle fonctionne et surtout comment certains acteurs de la société se mobilisent pour faire bouger les choses. C'est un reportage de Michel Terrasse. La volonté de la Riviera du Levant, de la communauté d'agglomération et de tous ses élus, c'est d'apporter notre contribution au-delà de la journée du 8 mars dédiée au niveau international à la lutte pour les droits des femmes dans le monde, d'accompagner une politique d'envergure au niveau intercommunal, à Gosier, à Sainte-Anne, à Saint-François et sur l'île de la Désirade, pour justement, d'une part, reconnaître les qualités et l'investissement des femmes, et les valeurs qui sont les leurs, mais aussi surtout défendre plus que sur le papier, parce que la Constitution c'est bien, mais la réalité c'est mieux, et donner aux femmes la valeur qui est la leur, c'est-à-dire l'égalité réelle, pratique et le respect que nous leur devons, nous les hommes, globalement. En Guadeloupe, ce qui est intéressant d'analyser et de constater, c'est que cette question de l'égalité, elle doit se poser à la fois dans le monde professionnel, mais aussi dans la famille et à l'école. Et en fait, on voit bien que si on regarde ce qui se passe dans les familles, il y a une grande différence dans la répartition des tâches domestiques, des tâches ménagères, de l'éducation des enfants. Il y a des disparités entre les femmes et les hommes. C'est les femmes qui sont le plus souvent chargées des tâches domestiques, des tâches ménagères, de tout ce qui concerne la maison, l'éducation des enfants, l'accompagnement des enfants à l'école. Et les hommes sont beaucoup plus délestés de ça. Il faut avoir des politiques dans l'éducation. Il faut travailler sur la question de l'égalité dans l'éducation des enfants, et ça c'est dès la crèche. Arrêter avec le rose et les poupées pour les filles et le bleu et les voitures pour les garçons, parce que ça détermine des oppositions qui sont caduques. Les garçons vont devoir aussi un jour s'occuper des enfants, donc ils peuvent jouer avec des poupées. Les filles vont peut-être devenir ingénieurs, conductrices, pilotes, elles peuvent jouer avec des voitures. Enfin bon, donc il faut que ça se fasse à l'école, il faut que ça se fasse dans l'éducation. Il faut des politiques d'égalité au niveau du travail, libérer les gens pour les heures de vie de famille. Il faut favoriser la promotion des femmes dans les emplois où elles sont moins et favoriser la promotion des hommes dans les emplois qui semblent les plus souvent féminins. Quand on aura mis en place tout ça, déjà on va avoir des résultats. Et on peut prendre l'exemple sur plein d'autres pays qui ont mis en place des politiques d'égalité et qui voient que la société change. Ça fait changer toute la société. Donc c'est une question qui touche les femmes et les hommes ensemble et le politique. On va parler écologie maintenant, fort d'une volonté à promouvoir les énergies renouvelables auprès de la jeunesse guadeloupéenne. Le syndicat mixte d'électricité de la Guadeloupe présente des interventions du skipper Willy Bissinte et une visite de son bateau à destination des scolaires et des enfants dans le cadre du projet pédagogique Route du Rhum 2018. Willy Bissinte, skipper guadeloupéen et sportif engagé, a pour ambition de véhiculer des valeurs fortes telles que la transmission du savoir auprès des jeunes générations. Le skipper a pu montrer et faire découvrir aux enfants l'envergure de son bateau. Pour une traversée de l'Atlantique efficace et autonome, son bateau sera alimenté par le biais d'énergie renouvelable. C'est un reportage de Stanley Manicor. Le bateau il fait 15 mètres de long, 4 mètres 70 de large. Le mât il est ouvert et les éléments horizontaux ce sont des barres de flèches. À l'initiative du CIMEG, qui est un de mes partenaires très importants, on a décidé de vraiment impliquer les enfants, et ça c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Moi j'aime la pédagogie, j'aime la transmission, et ça fait 10 ans que je suis dans la course au large, et depuis que j'ai commencé ça a toujours été le cas. Donc moi j'aime beaucoup les enfants, j'aime leur expliquer, ils ont souvent de très bonnes questions. Et c'est toujours un plaisir pour moi. Les enfants, ils sont guadeloupéens, ils ont envie de voir, ils sont contents de voir qu'il y a des Guadeloupéens à la Route du Rhum et qu'il y a des Guadeloupéens qui s'intéressent aux énergies renouvelables, qui s'intéressent à la voile, à la course au large, à la Route du Rhum. La Route du Rhum, c'est la plus belle course au monde. Vous avez vu, c'est 45e anniversaire, 120 bateaux, ça n'existe pas.
On a la chance de l'avoir en Guadeloupe et ces enfants, ils sont bien conscients de ce que c'est. La vitesse, la vraie vitesse sera la vitesse surface plus une vitesse du courant. S'il y a 5 km/h de courant, ben, la vraie vitesse du bateau sera plus importante. Ils sont très réceptifs parce que là c'est un sujet quand même qui est très très important aujourd'hui. On a un vrai souci avec la planète et parce qu'on a le solaire par l'hydrogénérateur où on puise pas dans la planète, où on utilise une énergie sans remettre en cause la Terre, quoi. C'est ça le développement durable. Et ils sont très intéressés. Effectivement, ils sont intéressés par moi, ils sont intéressés par le bateau, par comprendre tout ce qui se passe sur le bateau. Mais ils sont quand même très intéressés par l'énergie qui permettent d'alimenter les différents appareils du bateau. En tout cas, avec le CIMEG et mes autres partenaires, c'est un sujet principal. Avec le département, on s'est dit ça aussi, c'est sur le développement durable. On avait mis sur le tableau, vous vous souvenez, on avait mis des voiles sur le tableau, installés sur le bateau. On poursuit par des belles et bonnes actions. Le Rotaract a organisé en chirurgie pédiatrique une distribution de cadeaux pour les enfants hospitalisés hier après-midi. Les artistes étaient présents pour soutenir et accompagner les enfants du CHU. Une action importante pour que les bambins gardent leur sourire malgré leur pathologie. Un beau moment de partage dans la joie et la bonne humeur. Direction CHU avec Olivier Félix. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? C'est moi qui fais l'interview alors. Bonjour. Bien sûr, c'était très important pour moi parce que je suis une artiste guadeloupéenne. Du coup, tout ce qui touche à la Guadeloupe me touche également, notamment par rapport aux enfants. Les enfants sont l'avenir de la Guadeloupe. Aujourd'hui, on a quand même une situation au CHU qui est quand même compliquée. Donc, c'est important pour moi en tant qu'artiste de pouvoir accompagner des associations comme le Club Rotaract de Pointe-à-Pitre dans ce type d'action. Je suis restée longtemps à l'hôpital dans une période de ma vie à cause d'un accident et je sais ce que c'est que d'être hospitalisée et de ne pas forcément ressentir un peu de solitude. Oui, ça m'a beaucoup touchée quand le Rotaract m'a demandé de venir cet après-midi pour pouvoir accompagner les enfants et passer un petit peu de temps avec eux. Bien sûr, c'est avec plaisir. Multiplier ce genre d'action, donc là c'est une association qui le fait. Je sais que le CHU a pour habitude de pouvoir faire des arbres de Noël avec des artistes. J'ai eu l'occasion d'en participer. C'est vrai que nous, en tant qu'artistes, spontanément, on devrait aussi le faire un peu plus souvent. Peut-être que du coup, je le ferai. Qui sait, peut-être un concert ici, qui sait. Voilà, c'est une idée. C'est un événement extrêmement important. Ils gardent pour eux un niveau de soins et de qualité de soins, j'espère, vrai, véritable, authentique et surtout un sourire pendant leur hospitalisation. Pour parler de l'événement aujourd'hui, le Rotaract a décidé de rendre visite aux enfants du CHU. Il faut savoir que c'est une action du district. Donc le district nous impose des thèmes chaque année. Et donc il y avait la visite d'enfants avec des pathologies lourdes. Donc c'est naturellement qu'on s'est tourné vers le CHU de Pointe-à-Pitre. Donc on a décidé de rendre visite à ces enfants, de partager un petit moment de joie avec eux, dans la bonne humeur, et puis de leur remettre aussi des cadeaux. Cadeaux qu'on a récoltés d'une collecte du mois de décembre. Voilà. Bonjour, je m'appelle Jaïma, j'ai 11 ans. T'as reçu quoi comme cadeau? Une caméra Monster High. Et t'étais contente? Ah oui. Bonjour, je m'appelle Junior, j'ai 10 ans. T'étais content de recevoir des cadeaux aujourd'hui? Oui. Pourquoi? Dis-nous. Parce que les cadeaux c'est super et surtout que tu peux jouer avec longtemps. D'accord. Et tu sais pourquoi? Qui t'a donné les cadeaux aujourd'hui? Le Père Noël? Et on finit avec un concert caritatif vocal et instrumental au profit de la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul de Pointe-à-Pitre à 20h ce soir. Les fonds collectés lors de la quête seront reversés à l'ACEP pour les travaux de l'église. L'association de sauvegarde de Saint-Pierre et Saint-Paul en partenariat avec le Rotary vous attend nombreux pour fêter ensemble. Il est 12h30, c'est l'heure de la pub. On reste en direct sur C10FM et RHT Radio. Et on revient tout de suite après pour la suite du ZCL.
Voilà, eh bien, retour sur le plateau du ZCL en VIP. Vous savez que le vendredi, nous recevons des VIP, Very Important People, comme on dit en anglais. Et chaque vendredi, nous choisissons une personnalité parmi les personnalités. Alors, je le dis bien, Marie-France et moi, on se concerte et on décide qui mérite d'être VIP. Cette semaine, c'est le maire de la Désirade, c'est le président de l'association des maires. Donc, c'est un VIP, Marie-France. Ah, inévitablement. Inévitablement. Donc, on ne pouvait pas ne pas l'inviter à ce ZCL VIP réservé aux VIP. Et donc, on va, pendant quelques minutes, jusqu'à 13h15, Monsieur Pioche, vous recevoir et savoir un petit peu plus sur votre commune, un peu plus sur l'association des maires, un peu plus sur la Guadeloupe. Bonjour quand même. Oui, bonjour, bonjour à toute la Guadeloupe. Et merci d'être notre invité en direct du ZCL, en direct aussi de RHT. Je vous le rappelle, si vous êtes en voiture, vous pouvez nous écouter sur la radio, sur C10FM aussi, sur 103. Et donc tout de suite, eh bien, on va décliner votre vie, votre biographie, grâce à Marie-France qui l'a passé au Scanéo. Absolument. Donc Jean-Claude Pioche, vous êtes né en 1976 à Pointe-à-Pitre, mais vous n'y restez que quelques heures puisque vous retournez dans votre bastion familial, la Désirade. Là-bas, donc votre père est fonctionnaire dans l'aviation civile, votre mère est maman au foyer, et vous êtes né dans une fratrie de 4 enfants, et notamment 3 filles. Donc inutile de dire que vous êtes très chouchouté par ces dames. Ensuite, donc vous passez votre enfance à la Désirade. Vous connaissez le bonheur, bien évidemment, de grandir au grand air, et vous avez des jeux qui sont des jeux sains, mais dont vous avez gardé d'excellents souvenirs, notamment la pêche sous-marine, notamment les parties de foot, évidemment, les crabes, les bains de mer, etc. Donc vous avez énormément de souvenirs, de très bons souvenirs de votre enfance. Au début de votre classe de 5e, vous quittez donc la Désirade pour aller rejoindre vos sœurs qui vivent à Pointe-à-Pitre. Donc là, vous y passez la semaine et vous y rentrez le week-end. Et d'ailleurs, les rares week-ends où vous ne rentrez pas, vous trouvez ces journées-là très très longues et vous dites en plaisantant qu'il y avait beaucoup trop d'immeubles pour vous. Après, donc, vous passez votre bac et ensuite vous passez le concours de l'école de police que vous obtenez. Puis directement, vous partez à Montpellier pour faire votre service militaire. Donc, c'est votre premier grand voyage, la première fois que vous quittez la Guadeloupe. Vous y restez 1 an et puis ensuite vous intégrez l'école de police à Marseille. Et ensuite, vous êtes muté à Paris et pendant 8 ans, vous allez donc être policier à Paris. Alors, c'est vrai que vous ne ratez pas une occasion de rentrer en Guadeloupe, mais en même temps, vous dites que ces 8 années vous ont beaucoup apporté et notamment vous ont ouvert l'esprit, vous avez vu autre chose. Donc, mais dès que ça a été possible, vous êtes rentré en Guadeloupe et notamment, vous avez été muté aux Abîmes. Vous êtes également, Jean-Claude Pioche, vous êtes également très engagé dans le monde associatif. On peut dire que vous êtes un altruiste en fait, mais vous l'êtes naturellement. C'est-à-dire que c'est presque aider les autres, c'est une seconde nature. Vous êtes aujourd'hui marié et père de 3 enfants. Et vous partagez donc votre emploi du temps entre les Abîmes et la Désirade. Alors rapidement, votre parcours politique, dont vous avez été élu aux côtés de René Noël en 2008, vous étiez son 2e adjoint, et ensuite en 2014, vous êtes présenté seul et vous avez été élu maire de la Désirade avec 54% des voix. En 2016, vous êtes devenu président de l'association des maires. Alors là, c'est une autre aventure. Vous dites qu'en fait, il faut beaucoup de tact et de diplomatie. Et vous êtes même parfois surpris, en fait, qu'à la suite d'une simple déclaration anodine, vous receviez beaucoup de réactions par SMS. Et parfois même des réactions qui ne sont pas toujours très conviviales. Mais vous savez faire. On peut dire que vous êtes, comment peut-on dire, un gant de velours dans une main de fer. Votre meilleur souvenir, monsieur le maire, eh bien, c'est le jour, effectivement, de votre élection de maire à la Désirade pour parler politique. Et sur le plan personnel, eh bien, vos souvenirs, c'est quand vous vous retrouvez avec vos amis de la Désirade et que vous parlez de vos parties de pêche, de votre enfance. Votre regret, eh bien, votre regret principal, c'est de ne pas savoir jouer d'un seul instrument de musique. Pourquoi ? Parce que votre père, qui était autodidacte en musique, lui, savait parfaitement jouer du violon, de l'accordéon, de l'harmonica. Mais vous ne perdez pas espoir, dites-vous. Votre plus grand défaut, je crois que c'est peut-être, dites-vous, vouloir faire trop confiance. Vous faites spontanément confiance. Votre plus grand, enfin ça peut être un défaut, une qualité bien évidemment. Votre plus grande qualité, c'est d'aimer les gens. L'endroit que vous appréciez le plus au monde, eh bien, c'est à Baie-Mahault, à la Désirade, bien sûr, quand vous êtes à proximité de l'ancien centre de météo. Si vous aviez un seul objet à emmener dans votre valise pour faire le tour du monde, eh bien, ce serait un petit caillou de la Désirade de quelques 150 millions d'années. Monsieur le maire, merci d'être avec nous. Merci. Merci, et j'imagine que ce portrait vous convient. Rien à ajouter, on n'a rien oublié. Il y a toujours à ajouter, mais je pense que le principal est là.
Alors, dans le portrait, vous dites votre plus grand défaut, j'aime faire confiance. Alors, vous savez, j'ai eu une fois l'occasion de recevoir votre ancien adversaire et ami, M. René Noël, qui considérait qu'avoir été son deuxième adjoint et aujourd'hui vous proposez contre lui, c'est une trahison. Alors, je ne pense pas que ce soit une trahison, parce que si je me suis présenté, c'est parce qu'il m'a dit de le faire. Donc, il vous a dit de le faire? Il m'a dit de le faire, donc... Bon, je ne dirais pas les mots qu'il a exprimés, mais il m'a dit de me présenter pour voir, et je me suis présenté. Sinon, je ne serais pas maire. Hein. Je peux dire aujourd'hui que... Vous voulez dire que c'est avec sa bénédiction que vous êtes présenté? Ou sa malédiction? Disons que je pense que lui-même, il ne pensait pas que je pouvais être élu. Donc, c'est pour ça qu'il a dit. Donc, sinon, il ne l'aurait pas dit, je pense pas. D'accord. Ok, mais on va passer un petit peu au niveau politique, et c'est Marie-France qui va continuer sur le registre politique. Alors simplement, donc aujourd'hui, effectivement, vous avez été d'abord deuxième adjoint. Aujourd'hui, vous êtes maire de la Désirade, donc vous êtes devenu capitaine du navire. C'est très, très différent. Je voulais comprendre, donc on sait que René Noël, effectivement, on a beaucoup parlé de la Désirade à ces époques-là pour l'environnement. La Désirade a aussi été la première commune à signer l'agenda 21. Je voulais savoir, on entend moins parler de la Désirade aujourd'hui, moins en matière d'environnement. Je voulais savoir pourquoi. Enfin, quand vous dites on entend moins parler de la Désirade, j'ai l'écho contraire. Donc on me dit qu'on entend plus parler de la Désirade aujourd'hui. Concernant l'agenda 21, oui, peut-être qu'on entend moins parler d'agenda 21, mais est-ce que les actions que nous menons à la Désirade ne sont pas dans le sens de l'agenda 21? Aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, la Désirade produit deux fois ce qu'elle consomme comme électricité avec 2 centrales éoliennes. On va renouveler une nouvelle centrale où la Désirade, la commune est partenaire à 12,5% dans le projet. Et là, on va produire 5 fois plus qu'on consomme d'électricité sur le territoire. Donc je pense que c'est vraiment une grosse action, et notamment qui va dans le sens de l'agenda 21. Et bien sûr, la Désirade est toujours tournée vers l'environnement, vers les sentiers randonnés, vers tout ce qu'on fait à la Désirade. Aujourd'hui, par exemple, la commune va investir dans 4 véhicules électriques, 2 voitures électriques, 2 scooters électriques pour équiper sa police municipale. Enfin, toutes nos actions, c'est vrai peut-être qu'on entend moins parler d'agenda 21 proprement dit, mais les actions que nous menons à la Désirade, c'est toujours dans le sens de l'environnement. Alors, simplement, par exemple, parlez-moi, j'ai eu l'occasion de faire un reportage sur l'atelier lapidaire, par exemple, qui était un atelier intéressant et original, surtout, même pour le tourisme. J'ai également visité le jardin botanique, le jardin de cactus. Aujourd'hui, ces 2 structures, par exemple, qui étaient plutôt destinées aux touristes, n'existent plus. Pour quelle raison? Non, les 2 structures existent. Il y en a une qui est menée par la collectivité, c'est l'atelier lapidaire. Enfin bon, il y avait eu un privé qui était là, ça s'était mal passé avec des jeunes qui se sont investis dans le lapidaire. Et là, nous sommes en phase de réouvrir ce lieu. S'agissant du jardin de cactés, c'est un privé. Et c'est vrai qu'à un certain moment, on a eu beaucoup de difficultés à la Désirade, notamment avec la liaison Saint-François-Désirade. Alors, pendant un certain temps, nous avons eu... c'était pas quelque chose de constant, ça veut dire que le bateau était en panne, on n'avait qu'un seul bateau, les touristes ne venaient pas, et je sais que ce privé a eu beaucoup de mal parce que c'est vrai que son projet était arrivé à terme et qu'il attendait vraiment un écho touristique. Mais aujourd'hui, bon, le problème du bateau n'est pas réglé parce que nous avons un seul bateau, il est assez ancien, mais nous travaillons dans ce sens-là et on voit quand même aujourd'hui à la Désirade, il y a de plus en plus de touristes et c'est vrai que nous voulons fiabiliser ce flux touristique à la Désirade. Et ça passera par un deuxième bateau, une constante, un accompagnement des communautés d'agglo, de la communauté d'agglo, parce que c'est un transport urbain, c'est entre Désirade et Saint-François, et aussi de la région pour une continuité territoriale. Donc nous avons toutes ces problématiques qui sont venues, qui sont arrivées, et nous devons les gérer. Et c'est vrai que j'espère que cette structure va réouvrir, parce que il y a une vraie demande pour visiter ce jardin qui est magnifique, parce que moi-même je l'ai visité, il est magnifique. Donc j'espère que, une fois qu'on aura fiabilisé, une fois que le privé sera plus en confiance, qui va réouvrir. Et je sais qu'ils ont un projet d'agrandissement, et justement à côté de leur terrain, il y a un terrain qui est communal. Donc nous avons un projet de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour agrandir et avoir une classification au niveau des jardins botaniques. Donc c'est des choses que nous avons parlé et c'est des choses que nous allons travailler.
Il y a quelques temps, vous vous souvenez, il y avait un problème de traitement des déchets à la Désirade. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ce problème est résolu définitivement? Vous savez, en 2014, à mon arrivée, l'ancienne décharge de la Désirade était ouverte. Oui. Donc, on avait une déchetterie, mais l'ancienne décharge était ouverte. Donc, nous avons beaucoup travaillé pour qu'en 2016 environ, eh bien, les premiers transports de déchets ménagers vers la Guadeloupe a été effectué. C'était vers juin 2016. Donc depuis, eh bien, l'ancienne décharge est fermée. Donc nous travaillons en ce sens-là pour eh bien, améliorer ce transport, bon, qui est assuré aujourd'hui par la CARL, qui était assuré avant par le CIVAD. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, je pourrais dire, la gestion des déchets à la Désirade est de meilleure qualité, même si aujourd'hui on a encore des efforts à faire. Il y a encore des problèmes. Il y a encore des efforts à faire, notamment au niveau des déchets verts, des encombrants et autres. Mais ça, bon, la compétence a été transférée, donc oui. C'est une compétence transférée. Eh bien, la commune ne peut plus assurer cette compétence parce que qui dit transférer... La CARL ne fait rien Je n'ai pas dit que la CARL ne faisait rien. J'ai dit qu'il y a encore une amélioration à faire, notamment au niveau des déchets verts, de la gestion des encombrants et autres. Donc je sais que la CARL veut mettre les moyens, donc on va travailler dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, il faut savoir que la compétence a été transférée, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a été transférée, et nous payons encore une compensation par rapport je dirais, au montant du coût de traitement des déchets et de transfert des déchets sur la Guadeloupe. Alors les pêcheurs, eux, de leur côté, se plaignaient de la glacière, enfin, de cet instrument nécessaire pour la conservation des poissons. Là aussi, le problème est réglé définitivement. Les pêcheurs ne se plaignaient pas de la machine à glace. À un certain moment, on a eu un problème, mais aujourd'hui, ça fonctionne. Oui. Mais nous voulons avancer pour donner des conditions de travail meilleures aux pêcheurs, et notamment par une souffleuse à glace. C'est pour pouvoir... Et ça, eh bien, nous avons lancé un marché pour pouvoir l'acheter, et il s'avère que la réponse que nous avons eue, et l'offre que nous avons eue, il y a une seule offre, et elle est 50% plus chère que ce que nous avons prévu. Donc on a pris du retard, on doit trouver un financement pour combler ces... C'est la mairie, ça? Non, c'est la région qui nous accompagne à ce niveau-là. Marie-France? Alors justement, pour rester dans le domaine de la pêche, en fait, je crois que vous êtes vous tentez de passer un partenariat avec Haïti notamment. C'est pour la formation des pêcheurs haïtiens, c'est bien ça? Alors, dans un projet de coopération qu'on a mis en place, notamment aux dernières assises franco-haïtiennes où on a été. Alors, c'est un projet qui était mené par l'AMG avec certaines communes de Guadeloupe, dont Sainte-Anne, Gourbert, Pointe-à-Pitre. Et nous sommes déplacés là-bas afin d'échanger avec les maires d'Haïti, et notamment pour voir quelle sorte de projet que chaque commune pourrait mener sur des territoires différents en Haïti. Et nous avons retenu la pêche, parce que nous avons des compétences au niveau de la pêche. Et je me suis déplacé avec un patron pêcheur qui était voir un peu qu'est-ce qui est possible de faire en Haïti, qu'est-ce qu'ils font en Haïti. Et bon, c'est vrai qu'en Haïti, il y a quand même beaucoup de difficultés. Il y a vraiment une marge de progression par rapport à la pêche actuellement faite en Haïti et la pêche qu'on pratique à la Désirade. Et nous avons mis en place, nous avons répondu à un appel à projet au niveau du ministère des Affaires étrangères. Et récemment d'ailleurs, et nous attendons une réponse. Et à côté de ça, nous allons solliciter les fonds Interreg pour pouvoir cofinancer ce projet-là et inclure le projet, c'est déjà les apprendre parce qu'ils sont en attente, ils veulent apprendre. Alors je me rappelle le maire de Petit Gourave qui me disait « Monsieur le maire, apprenez-nous à faire des bateaux ». Donc ils ne sont pas dans l'attente, ils veulent apprendre. Et moi je pense que c'est un bon départ pour construire. Donc on va les apprendre à comment faire. Donc à la Désirade, on construit des bateaux. Je suis en contact avec les constructeurs de bateaux. Et on va monter ce projet-là pour pouvoir apprendre à faire des bateaux, mais aussi les techniques de pêche que nous avons à la Désirade pour pouvoir les transmettre et travailler avec eux. Et eux aussi, ils sont dans un échange gagnant-gagnant. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en attente. Ils nous disent, n'attendons pas de vous, nous voulons un échange gagnant-gagnant avec vous pour pouvoir progresser ensemble. Alors eux vous amènent quoi? Justement. Alors un échange gagnant-gagnant, ça peut être... une entreprise de Désirade au Guadeloupe qui investit là-bas dans des bateaux de pêche, qui vendent du poisson. Enfin, on n'a pas... C'est vrai que l'échange c'est gagnant-gagnant, mais on n'a pas encore...
enfin bon, nous avons des idées, des objectifs, mais on n'a pas encore établi vraiment quel sera leur retour potentiel parce que nous ne le connaissons pas vraiment. D'accord. Les investissements, ce n'est pas des gros investissements par rapport à des projets, de gros projets. J'ai vu une lettre qui est sortie récemment adressée au président de la République, signée par le président de l'Association des îles du Sud. Les IRAD étaient autrefois dans ce concept-là. Bon, vous avez un petit peu changé, vous êtes à la CARL. Est-ce que, de ce point de vue-là, vous avez le sentiment que la DESIRAD se développe plus facilement au sein de la CARL ou bien le concept des îles du Sud, entre DESIRAD, Terre de Haut, Terre de Bas et Marie-Galante, il y avait un mouvement depuis quelques années qui se faisait. Je vous pose la question, pourquoi? Parce qu'il y avait la présentation du PPI. Je n'ai pas eu le sentiment que la DESIRAD a été prise vraiment en compte dans tout ce qui a été avancé dans les 720-60 millions dont parle Richalus. Alors c'est vrai qu'avant l'arrivée des communautés d'agglo, on parlait beaucoup d'îles du Sud. Oui. Après, bon, ça s'est fait, on a mis en place les communautés d'agglo, oui. Il y a la communauté de communes, il y a les Saintes qui est avec le Grand Sud Caraïbes, nous avec la rivière du Levant. Et c'est sûr que... Bon, Marie-Galante est toute seule pratiquement voilà, avec sa communauté de communes. Oui. Donc c'est vrai que nos échanges peut-être sont moins qu'avant, parce que là on est dans une communauté d'agglo, il faut qu'on travaille avec la communauté d'agglo. Et on travaille dans ce sens-là avec eux. C'est vrai peut-être qu'on en... Moi, quand j'interviens, je demande toujours qu'on n'oublie pas les îles du Sud. Et je l'ai fait dernièrement à la présentation du PPI avec les 720 millions d'euros d'investissement. Et j'ai interpellé le président de région pour lui dire de ne pas oublier les îles du Sud. Oui. Je n'ai pas dit de ne pas oublier la DESIRAD, parce que je connais les difficultés des îles du Sud. Je les subis tous les jours. Donc j'ai demandé au président de région de ne pas oublier les îles du Sud dans le PPI, parce que nous avons un retard. Déjà, on dit que la Guadeloupe a un retard par rapport à l'Hexagone. Alors, et sinon, on ne balaye pas devant chez nous. C'est la double peine. Ben voilà. Oui. Donc, il faut prendre en considération les îles du Sud, les difficultés que nous avons. Un exemple simple et qu'on subit tous les jours. On a une réunion ici à 9h. Oui. On part, on doit se réveiller à 5h du matin, on prend le bateau à 6h15, on loue une voiture, on va à la réunion. Alors on arrive bien sûr avant tout le monde, parce que depuis 7h on est à Saint-François, donc on arrive de bonne heure. Ensuite la réunion est terminée à 10h. À 10h, mais on doit faire quoi? On attend, voilà, on n'a pas de bateau. Donc on va manger et on attend le bateau de 16h45 ou 17h pour revenir chez nous. Quelle serait la solution alors? Eh bien, déjà développer. C'est vrai qu'aujourd'hui, développer le moyen de transport. Une navette? Une navette, peut-être vers midi ou 1h, ça permettrait de... L'exemple de Moulinier avec sa navette, ça n'a pas été un grand succès. Hein. Est-ce qu'on est là pour faire de l'intérêt? Est-ce que on est... Enfin, après, il y a une entreprise qui investit, mais la continuité territoriale, c'est ça. C'est donner les mêmes chances à tous les Guadeloupéens. Tout à fait. Et si on ne le fait pas, c'est sûr que peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas rentables. Mais on doit pouvoir équilibrer avec d'autres endroits où c'est rentable. Parce que si on regarde ça, ben, c'est pas la peine. On enlève les DESIRAD à DESIRAD, on enlève les Marie-Galante à Marie-Galante, et on enlève les Saint-Ouen au Saint. Et on les ramène sur l'île et on ne parle plus d'archipel, on parle du continent guadeloupéen. Alors, justement, en parlant de rentabilité, est-ce que Petite Terre, avec tous ces touristes qui vont et viennent toute la journée, est-ce que c'est rentable pour la DESIRAD? Est-ce que ça apporte quelque chose à la DESIRAD? Vous avez vu que je souris. Et quand on dit qu'il n'y a pas de monde à la DESIRAD, je dis il y a 70 000 personnes à Petite Terre qui est la DESIRAD. Donc quand on fait le total, on est à plus de 100 000. C'est un peu à part. Voilà. Mais aujourd'hui, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, on a presque... Enfin, on a voulu enlever à la DESIRAD une partie de son territoire, et notamment Petite Terre. Je rappelle, et je le dis, et je le rappelle notamment aux autorités, à l'État, aux communes peut-être qui utilisent plus... Je parle de Saint-François, mon collègue Laurent. Je leur rappelle que Petite Terre, c'est la DESIRAD. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a laissé faire et la DESIRAD ne profite pas de Petite Terre. Qu'est-ce que nous percevons de Petite Terre? Enfin, qu'est-ce qui est perçu à Petite Terre? À Petite Terre, il y a la taxe Barnier qui est reversée à l'association Titec, qui est le gestionnaire de la réserve avec l'ONF. Donc ça représente environ 65 000 euros. Enfin, qui est reversé, il y a des compensations d'État pour la gestion de la réserve. Mais à côté de ça, il y a plus de 200 emplois à Petite Terre. Il y a peut-être une cinquantaine de sociétés. Et toutes ces sociétés sont basées soit à Saint-François, soit à Sainte-Anne. Comment on a pu laisser faire ça?
Moi, déjà, d'entrée, je dis, si vous voulez aller à Petite Terre, c'est la Désirade, basez votre entreprise à la Désirade. Et déjà, ça aurait été un flux financier pour la Désirade. Et là, vous ne pouvez rien faire, rien dire. Aujourd'hui, je suis bloqué. Je me bats tous les jours et les différents préfets et sous-préfets qui se succèdent le savent que je me bats tous les jours pour qu'on puisse réajuster ça. Il faut rétablir un équilibre dans ce déséquilibre. Et en plus, aujourd'hui, je me suis battu depuis mon arrivée, même depuis 2008, lors des réunions consultatives des réserves de Petite Terre et aussi de la Désirade, pour garder des places pour les Désiradiens. C'est vrai que peut-être notre tort en tant que Désiradiens, c'est qu'on n'a pas su se positionner assez rapidement. On a laissé faire les autres. Aujourd'hui, il y a des entreprises désiradiennes, enfin des jeunes désiradiens qui veulent investir, investir, aller à Petite Terre, enfin développer leur entreprise. Mais je les accompagne, je leur ai réservé 3 places à Petite Terre. Et j'espère qu'on en aura plus s'il y a encore des désiradiens qui veulent investir. Et moi, je dis, oui, moi, en tant que maire, je vais faire une priorité pour les désiradiens parce qu'on s'est fait pénaliser pendant des années et aujourd'hui, si on a une possibilité, on va rectifier le tir. Ça sera quoi? Juridique, administratif Ce sera un débat lors des comités consultatifs et dire aujourd'hui on a des demandes, parce que chaque année on renouvelle les demandes. Oui. Et si qui n'aboutissent pas. Oui, on renouvelle les demandes des gens qui sont déjà installés. Ah d'accord. Oui. Donc au renouvellement, on dira attention, il y a des demandes à la Désirade, on va les prendre en compte aussi. Ce qui serait logique. Et ce qui serait logique. Il est 12h56, avant d'en prendre la pause publicitaire, on va quand même parler d'un événement qui arrive chez vous bientôt. C'est la traditionnelle fête à Cabrit. Je vous pose la question pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a un cheptel assez important de caprin là-bas, mais on ne sent pas le développement. Je pose la question tout bête, est-ce que les Indiens de Saint-François viennent acheter du cabri à Désirade pour leur cérémonie? Il y en a qui viennent acheter des cabris. C'est vrai que pendant des années, on a essayé de structurer la filière. C'est pas évident parce que la Désirade, c'est un petit territoire, il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs qui veulent. En fait, on n'a pas cette dynamique pour créer vraiment des entreprises agricoles à la Désirade. Et ça, on essaie de donner cet élan à la Désirade et notamment en montrant qu'on peut faire des choses. Alors c'est vrai que la fête à Cabrit permet de mettre en avant notre élevage à la Désirade, et donc c'est une bonne chose. Il se porte bien l'élevage caprin à Désirade? En augmentation ou en régression? Je pense qu'on est plutôt dans une stabilité. Oui. Et nous, notre objectif, c'est de pouvoir installer 2 ou 3 jeunes agriculteurs à la Désirade. Peut-être en se diversifiant, mais installer 2 ou 3. On ne pourra pas installer une centaine d'agriculteurs à la Désirade. Des agriculteurs ou d'éleveurs? Agriculteurs et éleveurs. Ça veut dire, parce qu'on est obligé de diversifier à la Désirade. Oui. Parce que le cheptel n'est pas assez grand, parce que il y a des contraintes, mais aujourd'hui, ce qu'on peut mettre en avant, c'est que la Désirade, c'est une île qui est protégée, qui n'est pas souillée par le chlordécone, par exemple, oui. Une quelconque pollution. Donc, il y a matière à travailler. Et nous-mêmes, au niveau de la municipalité, on a mis en place un projet de permaculture. Donc, ça reste vraiment dans l'agenda 21. Oui. Et ça se développe. Et on est avec un chantier école, on est en train de planter des tomates, des choses, enfin, tout ça qui permet d'être... Et nous espérons produire déjà pour alimenter notre cantine, un produit bio, oui. Et aussi, après, si on peut, et aujourd'hui, c'est sous forme de chantier école, mais demain, nous espérons qu'il y aura un jeune agriculteur qui va s'installer et qu'on pourra continuer à développer cette... Ça veut dire que si je viens à la fête du cabri, je pourrais quand même trouver du cabri? Le 31 et le 1er, c'est la fête du cabri. Vous allez pouvoir manger du cabri et vous allez pouvoir passer un très bon week-end parce que nous avons des artistes internationaux, Desra Garcia, enfin tous ces artistes qui sont là et qui viendront... Spécialement pour la fête. Voilà, exactement, et développer Triple K, Dominique Coco, enfin beaucoup d'artistes locaux et internationaux pour pouvoir passer un bon week-end ensemble sur le territoire de la Désirade. Voilà, il est 13h, on prend la pause. On s'est retrouvé tout à l'heure avec Marie Foncé, avec le président de l'association des maires, M. Jean-Claude Pioche, pour la suite de cette interview.
Voilà, il est 13h05, retour sur le plateau du ZCL VIP. Je vous rappelle que nous recevons le maire de Désirade, M. Jean-Claude Pioche, qui est aussi président de l'association des maires. Il est interrogé avec moi par Marie-France Goujour-Etna. Je vous rappelle aussi que tout à l'heure, après cette interview, on va recevoir, dans le cadre de la semaine de la presse, notre confrère de Guadeloupe Première. Je vais parler d'Olivier Lancien, qui vient à parler de son métier, comme le font déjà depuis quelques jours des communicants et des journalistes. Alors, je vais poser une question un peu sportive. Quand on a une figure comme Thierry Henry, originaire de la Désirade par son père, est-ce que ça a boosté le football à la Désirade? Et peut-être ça fait partie des regrets aussi que j'ai. C'est vrai peut-être qu'on n'a pas su saisir l'opportunité où Thierry voulait nous accompagner. Oui. Après, les choses évoluent, je ne sais pas un reproche. Hein. À un moment, il a voulu le faire. Oui. Donc, je ne pense pas qu'il est contre aujourd'hui, mais bon, il est loin. Donc, il est loin, puis il va à Arsenal bientôt retourner comme entraîneur, vous savez. Donc, il est loin. Mais bon, est-ce que ça booste? Oui, parce que c'est une figure mondiale et que, bon, qu'il a je dirais, une attirance particulière pour la Désirade. Il y vient quand même assez régulièrement? Non, je ne pourrais pas dire ça. Plus comme avant. Voilà. Il a, sa grand-mère n'est plus là. Enfin, sa grand-mère n'est plus là. Voilà. Mais nous travaillons sur un projet de football à la Désirade. Et d'ailleurs, on a fait un tournoi l'année dernière avec les grands clubs de Guadeloupe, les U11 et les U13, qui s'est très bien passé. Et nous allons pérenniser cela. Et à côté de ça, nous sommes en train de prévoir un projet d'accueil sportif. Est-ce qu'il y aura un stade Thierry Henry? Comme à Petit-Bourg, il y a un stade, enfin, quelque chose pour la ministre des Sports, pour le tennisman aussi. Est-ce que vous y pensez, stade? Pourquoi pas? Aujourd'hui, c'est un stade Robert Geoffroy. Oui, je sais. On ne va pas le débaptiser, c'est ça? Non, mais après, je ne pense pas que Geoffroy serait opposé à quoi que ce soit. Enfin, je le connais très bien et je le salue. Si demain, Thierry Henry veut faire un geste ou quelque chose qui ressemble à ça... Vous avez gardé le contact quand même, de temps en temps? C'est lointain? Ouais, c'est pas évident. Bon, c'est pas des reproches, je ne fais pas de reproches parce que chacun est libre de faire ses choix. Mais c'est vrai que quand on est loin du cœur, loin des yeux. D'accord. Marie-France? Alors moi, je voudrais vous féliciter, en tout cas celui qui est porteur de projet, c'est pour les voitures électriques à la Désirade, parce que c'est comme la seule île qui est réellement des voitures électriques, c'est-à-dire, j'entends par là que les batteries sont alimentées par le solaire et non pas le réseau électrique. Par contre, j'ai une question. En début d'émission, vous disiez effectivement que l'île produisait énormément d'électricité. Je veux savoir si ça a des retombées positives sur les résidents, c'est-à-dire, est-ce qu'ils ont un prix? Est-ce qu'ils payent moins cher leur électricité? Qu'est-ce que ça amène pour eux? Alors, en fait, il y avait déjà plusieurs projets. Là, nous partons sur un nouveau projet. D'ailleurs, ce sera le plus gros projet construit à la Désirade. Un projet d'environ 12 millions d'euros. On n'a pas vu de projet comme ça à la Désirade, à part celui-là qui va commencer cette année. Nous avons des dividendes qui tombent dans les caisses de la commune par rapport aux autres projets. Donc ça, oui, on le réinvestit sur des projets désiradiens. Là, on est partenaire sur le nouveau projet. Ça va ramener un certain nombre de dividendes qu'on le verra. Et pour moi, c'est un très bon investissement parce que je sais que ça vaut le coup. L'éolien à la Désirade, ça vaut le coup. D'ailleurs, c'est le meilleur site de la Caraïbe, c'est la Désirade, au niveau du vent. Donc l'entreprise l'a très bien compris, donc a investi à la Désirade. Les dividendes que nous allons recevoir, je discuterai avec ma population, on verra. Soit on pourra avoir une ristourne sur la facture d'électricité, pourquoi pas, moi, ça au contraire. Ou bien un investissement sur les terrains de jeu, les trottoirs, enfin, tout ce qui peut être autour. Moi, je suis ouvert, si la population pense qu'une ristourne sur la facture d'électricité, pourquoi pas, on peut voir. Ou bien investir sur d'autres projets qui les intéresseraient et qu'on pourrait faire. D'accord. On en parlait tout à l'heure un petit peu. Sur le transport pour se rendre à la Désirade, est-ce que les choses peuvent s'améliorer? Je parle des transports maritimes, bien sûr. Je ne parle même pas encore de l'avion. Bien, vous touchez du doigt aussi l'avion qui, à mon avis, on devrait reprendre ce dossier-là. Oui, j'ai entendu ça souvent. Hein. Voilà, pour les îles du Sud. Alors, c'est vrai que c'était un projet, à un certain moment, on a mis ça en avant, après c'est venu en retrait. Bon, je pense qu'il serait temps de reprendre ce projet-là et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que je pense que c'est un projet qui peut être viable.
peut-être pas les 2 premières années, mais au bout de 2 ans, si on a une stabilité au niveau du service rendu, les gens prendront l'avion. Et cet avion sera complet entre Rézé, La Désirade, Saint-François, Marie-Galante et même Terre de Haut. Donc il faut qu'on avance sur ce projet-là. S'agissant du transport maritime... Mais ce projet-là, il peut être de qui c'est pas de la Carle, c'est de la région? C'est de la région, je pense. C'est de la région. C'est ce qu'on appelle un projet. C'est un projet du Sud, ça. Oui, et d'ailleurs c'est la région qui a toujours porté ce projet-là. Oui, ça pourrait être une délégation de service public. Aussi. Voilà. Aussi. Là, ça vous laisserait la possibilité de faire peut-être plus vite. Aussi. Parce que pour le développement touristique, bien évidemment, je prends le cas de la fête du Cabri, très vite, les bateaux sont trop chargés et il n'y a plus de place. Et surtout si on veut retourner le jour même. Après, le transport, il sera assuré par l'armateur. Il m'a assuré que tant qu'il y aura du monde... Tant qu'il y aura du monde, il va faire du transport maritime, il n'y a pas de souci. Il m'a dit, tant qu'il y aura du monde à transporter, il va les transporter. S'agissant du problème de transport, oui, c'est pas qu'un nouveau bateau... On a une obligation aujourd'hui, si on veut se développer, eh bien de trouver les moyens de proposer un transport de qualité, une continuité territoriale avec des horaires qui sont plus larges, une plage horaire plus large pour pouvoir développer la Désirade. Ça, j'attends pas, je dis pas, est-ce qu'on va le faire? On doit le faire. On a une responsabilité, je dirais juridique, je dirais administrative et aussi morale envers la population. Et économique. Et économique, bien sûr. Marie-France, il est 13h11. Il nous reste 4 minutes pour votre dernière question et un petit rappel de ce qui a été dit de plus important. Juste un petit mot. Est-ce que l'agro-transformation va se développer à Désirade? Je pense aux cajous, aux cajous qui ressemblent un petit peu à des pruneaux d'ailleurs quand ils sont faits, mais c'est fait de façon artisanale. Pourquoi ça ne va pas un peu plus loin? Bien, en fait, quand on parle de cajou, il faut aussi planter des cajous. Oui. Les anacardiers, ça s'appelle. Les anacardiers, on va dire. Voilà. Il faut aussi planter des anacardiers pour pouvoir avoir une production qui permette de progresser. Mais à côté de ça, on a agro-transformation, on peut parler de la pêche aussi. On peut ici, alors une parenthèse, la Désirade pêche aujourd'hui environ entre 40 et 46% du poisson pêché en Guadeloupe. Et vous en vendez jusqu'en Martinique. Et on en vend jusqu'en Martinique, exactement. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a des entreprises de transformation de poissons, il n'y en a pas à la Désirade. Oui. Est-ce que c'est normal? Non. Voilà. Et vous n'avez pas une poissonnerie maintenant depuis peu à la Désirade? Depuis peu, et ça manquait. Oui, parce qu'apparemment, elle rencontre un vif succès. Exactement. Et je pense que c'est une jeune Désiradienne qui a investi et on l'a accompagnée. Je pense que c'est une bonne chose pour la Désirade parce qu'aujourd'hui, vous allez à la Désirade, eh bien, vous allez pouvoir acheter du poisson frais, emballé dans de bonnes conditions et que vous allez pouvoir récupérer en partant pour la Guadeloupe. Mais on doit travailler sur la transformation de poissons parce qu'on est la plus grosse flotte de pêche et ça peut créer des emplois. Et au lieu, je l'ai dit à la présentation du PPI de la région, nous sommes des élus de la Guadeloupe, nous devons avoir une projection, se projeter vers l'avenir. Et pour se projeter, on doit être responsable. Et être responsable, c'est voir ce qu'il faut pour le territoire et non pour des raisons qui peuvent être diverses, notamment électorales. Eh bien, qu'on fasse des choses qui n'ont aucun effet à un endroit et qui pourront avoir un très bon effet ailleurs, bénéfique pour la Guadeloupe. Marie-France le rappelle. Alors, ma dernière question. Dernière question, très courte. Très courte. Et réponse aussi courte. Le président de région aujourd'hui est à Pointe-à-Pitre. En fait, l'idée, effectivement, il fait le tour des communes pour voir où la région pourrait intervenir sur les projets majeurs. Il est déjà passé à la Désirade. Qu'est-ce qui a été décidé avec lui? Alors, il est passé à la Désirade, il nous accompagne sur des projets, notamment pour le sport, notamment pour la mairie, parce qu'aujourd'hui, on a un bâtiment qui est vraiment dangereux et ça a été validé. Donc, on a lancé l'appel d'offres pour la maîtrise d'œuvre. Donc, c'est un projet qui avance. Et j'attends encore qu'il puisse investir encore à la Désirade, parce qu'on a pris un retard qu'on doit rattraper. Alors, j'espère, et je dis ça à tous les élus de la Guadeloupe, que ce soit les régionaux, départementaux, aujourd'hui, il ne faut pas laisser les élus du Sud prendre encore du retard. Sinon, on va créer quelque chose que nous-mêmes, on est en train de se battre au niveau de l'Hexagone. Par exemple, le grand plan d'investissement de l'État, qui est environ de 70 milliards d'euros, il n'y a qu'1 milliard pour les Outre-mer.
Et quand vous voyez eh bien, déjà les problèmes que nous avons ici en Guadeloupe, et quand nous regardons Mayotte à côté où il y a encore plus de problèmes, mais on n'ira pas loin. Donc essayons d'équilibrer déjà notre territoire en Guadeloupe et de ne pas laisser des gens derrière. Et on est une équipe, on avance ensemble et et on sera plus fort. Si on est ensemble, on sera plus fort. Donc, on reconnaît le diplomate. Oui. La fin donc, de cette interview, juste un petit rappel des points essentiels, Marie-France. Alors justement, pour que la Désirade rattrape son retard, donc qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait effectivement, donc il y a des projets, notamment celui de réouvrir donc le jardin botanique, de relancer l'atelier lapidaire. Il faudrait aussi que la navette, il y ait plus de rotation pour inciter les gens à venir. Avez-vous dit? Il faudrait, donc on sait que la décharge donc maintenant est fermée et c'est une compétence qui est transférée. Donc les déchets ne sont pas, le point des déchets n'est pas totalement réglé, mais en partie. Sur les 720 millions de PPI discutés avant-hier soir, vous avez quand même bien insisté pour ne pas oublier les îles du Sud. Petite terre pour être bien plus rentable qu'elle ne l'est pour la Désirade. Il faudrait simplement qu'il y ait des entreprises en fait désiradiennes qui prennent leur place, une part du gâteau. Et enfin, donc l'éolien, eh bien, c'est une très bonne chose pour la Désirade. Un nouveau projet de 12 millions d'euros. Et là, cette fois-ci, la commune sera partenaire. Donc c'est une très bonne nouvelle. Exactement. Ben, écoutez, merci en tout cas d'être venu chez nous. J'imagine qu'en 2020, vous serez candidat à votre succession. Vous confirmez? Je travaille avec une équipe, oui. Et ce serait un peu dommage que... On ne change pas une équipe qui gagne, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Aussi, merci aussi. En tout cas à monsieur le président de l'association des maires, merci monsieur Josh, et merci aussi à tous nos téléspectateurs qui nous regardent. On va prendre une pause publicitaire, puis on se retrouve tout à l'heure avec notre prochain invité. Merci Marie-France pour les questions et pour la bio. Comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain pour un autre invité dans le ZCL VIP. À vendredi. Bonjour et bienvenue chez moi à Petit Canal. Je suis Axel Collangean, présidente de Ballon au Canal. Pour nous aider à faire bouger les lignes à Petit Canal, Ballon au Canal vous invite à son grand midi-minuit. Rendez-vous le samedi 31 mars, samedi Gloria, à la ferme Allée du Moulin à Petit Canal à Cluny. Au programme, bon manger local, animation avec du gros-cas, de la danse indienne et le groupe Dynasties en live. 25 € en pré-vente, 30 € sur place. Infoline 06 90 00 22 07 et Facebook Ballon au Canal. Vin bonne Fosla. Dynasties, combat, le combat. Chantez. Et résultat. Voilà, il est 13h16. Je l'ai dit, on va prendre une grande pause publicitaire et puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite du ZCL. Le VIP, c'est fini pour aujourd'hui et on se retrouve tout à l'heure avec notre invité, notre confrère journaliste. Je vais parler d'Olivier Lancien qui sera avec nous dans un instant. La pub, on est tout de suite avec vous après. Bien, retour donc sur le plateau du ZCL. Je vous l'ai dit, nous recevons depuis le début de la semaine des communicants et des journalistes alternativement dans le cadre de la semaine de la presse. Nous avons eu le plaisir de rencontrer déjà 3 communicantes. Hier, nous avions la rédactrice en chef adjointe de France Antilles, Nathalie Dinan. Aujourd'hui, nous avons le rédacteur en chef adjoint, journaliste. Oui, de Guadeloupe la première. Je vais parler de notre confrère Olivier Lancien qui a accepté d'être avec nous aujourd'hui. Olivier, merci d'être là. Merci. Première question, parce que beaucoup de jeunes, je le dis tous les jours depuis une semaine, se posent la question de savoir comment on devient journaliste. Mais avant même de faire parler de la filière, il faudrait peut-être parler du métier. Quelle satisfaction on a quand on est journaliste? C'est un métier passionnant, c'est la passion. On peut, en fait, on est là de 7h du matin, voire plus tôt, jusqu'à 24h, on n'a pas d'heure. C'est vraiment découvrir de nouvelles choses. On ne compte pas les heures. Non, il ne faut pas compter. On se dit qu'il faut compter les heures, il ne faut pas être journaliste. Parce que c'est un métier prenant, mais c'est un métier tellement gratifiant. On découvre des choses, on relate des choses, on raconte aux Guadeloupéens ce que vit le pays. Et ça, c'est pas mal. C'est vraiment, vraiment pas mal. Alors, sur le plan personnel, Olivier Lancien, à quel moment il y a eu le déclic « j'ai envie d'être journaliste » Qu'est-ce qui a fait que? Alors, je ne me destinais pas à être journaliste. Ah bon? C'est un hasard.
C'est un concours de circonstances. J'ai fait un stage dans des médias. Oui. Très jeune, j'imagine. Très jeune, j'étais au lycée. Et, il y avait déjà la semaine de la presse à l'époque. Ça débutait. C'était dans les années 90. Oui. Ça débutait. Et j'ai fait un stage, mais un stage de 3 mois déjà à RFO à l'époque. Et là, la passion du métier est arrivée. Je suis vous avez baigné dedans et puis voilà. Vous n'avez pas vous essuyer, comme on dit. C'est cela. Oui. C'est cela parce que à l'époque, bon, on est jeune et il y a l'emballement de la chose. Et on est tombé dedans, on était plusieurs. Et on a continué, on est parti se former et on est revenu former. C'est toujours avec la même passion qu'on est là. Alors, certains confrères disent que c'est un métier quelquefois difficile en Guadeloupe parce qu'on est en proximité avec son public, c'est-à-dire quand vous écrivez ou vous dites quelque chose à propos d'un politique ou d'une personnalité, on a une chance sur deux de rencontrer cette personne au coin de la rue et de vous dire « Ah ouais, c'est ça, on écrit les mots, c'est comme ça, on va vraiment, etc. » Est-ce que vous ressentez, entre guillemets, cette pression quelquefois? Enfin, c'est une gentille pression, je ne vais pas appeler ça pression forte. En fait, c'est la règle du jeu, hein. On est journaliste avant tout, on doit être neutre et faire son boulot, peu importe la personne qu'il y a en face. Faire son boulot, hein, c'est tout, et peu importe les retours qu'on peut avoir de X ou de Y. C'est vrai qu'il y a la proximité du public, contrairement à l'Hexagone où c'est beaucoup plus cloisonné, c'est beaucoup plus starisé. Ici, il n'y a pas cet aspect-là, en tout cas. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un journaliste en Guadeloupe, est-ce qu'il est, je vous pose la question comme je l'ai posée à d'autres confrères, il sent qu'il a une mission par rapport au pays, au niveau de l'information, ou bien au-delà, ou bien on reste cloisonné uniquement, on fait de l'info, point trait. Alors, il n'y a pas de mission, en tout cas pour moi, il n'y a pas de mission particulière. On fait de l'info, c'est le boulot, il faut trouver la bonne information au bon moment, peut-être avant les autres, avant les confrères. Et c'est ce qui est passionnant. C'est le syndrome du scoop. Le scoop, j'aime pas trop ce mot-là. Hier, j'en parlais avec une consoeur, vous n'aimez pas ce mot, mais c'est un mot qui existe. Oui, ça fonctionne le scoop quand même. Ça fonctionne, et ça gratifie. Ça gratifie, oui, indéniablement ça gratifie. Sortir l'info avant les autres, ça peut être gratifiant, mais aussi quelquefois aller plus en profondeur que les autres, même s'il y a eu un scoop avant, c'est aussi gratifiant. Oui. Alors, je vais poser la question que je pose à tous les confrères. Comment s'organise la journée d'un journaliste à la radio? Parce que hier, c'était de la presse écrite à la radio. Vous avez dit qu'on arrive très tôt le matin, on part très tôt le soir, mais vous faites quoi de vos journées? Alors, pareil, je sais pas, pour les journalistes, il y a plusieurs corps, on va dire. Oui. Les matinaliers en radio, on arrive généralement très tôt, vers 2h, 1h, 2h du matin. Ah bon 2h du matin quand même? Certains, oui, ah bon? Oui. Puisque le premier journal... Moi qui arrive ici vers 11h, je suis un privilégié alors. Certains, le premier journal est à 5h. Oui, tout à fait. Donc il faut au moins un minimum d'1h30, 2h de travail avant. Donc ça, c'est le travail du matinalier, celui qui présente le journal le matin. Après arrivent les reporters qui arrivent sur le terrain vers 8h, 9h. Et la conférence de rédaction commence, c'est où on décide des sujets à aborder durant la journée, des sujets qui sont prioritaires, les sujets qui se sont passés dans la nuit, et on décide de la ligne éditoriale des éditions. La journée se déroule, il y a le journal, les titres à 12h, le journal de 13h en radio, puis le 17h, le 18h, sans compter les magazines. Ça fait beaucoup quand même dans une journée. Ça fait beaucoup. Et puis c'est la radio, c'est le média d'instantanéité, ça ne s'arrête jamais, même la nuit. Alors, dans les écoles de journalisme, je me souviens, un professeur disait que informer, c'est choisir. Alors, est-ce que vous avez ce sentiment-là au vu du flux d'informations qui vous tombe dessus dans une journée? Oui, comment vous choisissez? Selon l'importance du sujet, selon ce qui va intéresser
ce qu'on estime qui va intéresser le Guadeloupéen. Il y a la loi de proximité. On se dit qu'un mort qui est à Bouillante est plus intéressant qu'un mort à Pékin. 25 000 morts à Pékin. Oui. Donc ça va intéresser. Et puis il y a l'intérêt du Guadeloupéen, l'intérêt de la Guadeloupe aussi. Un sujet politique va beaucoup intéresser en Guadeloupe, contrairement à l'Hexagone, où la politique est quelquefois galvaudée. Il y a des priorités pour le Guadeloupéen. Alors, l'autre question qui revient souvent, c'est la question de la spécialisation. Alors, aujourd'hui, en Guadeloupe, on est obligé quelquefois d'être un journaliste généraliste ou un infogéné, mais de l'autre côté, il y a le spécialisé. Alors, peut-être expliquer un peu à ceux qui nous regardent la différence entre journaliste spécialisé et journaliste généraliste. Alors, dans les années, on va dire au XXe siècle, voire au XIXe siècle, la spécialisation, c'était important. Aujourd'hui, pour des médias comme les nôtres, en Guadeloupe surtout, on doit tout faire, on doit toucher à tout. Mais alors, on a des sujets privilégiés. Oui, qu'on préfère. Oui. Certains, c'est la politique, d'autres, l'agriculture, d'autres, les faits divers. Donc, on est plus enclin à travailler dans ce dossier-là. Dans ces domaines-là, on a plus d'affinité, on a plus de sources dans ces domaines-là. Donc, on est pas spécialisé, mais on privilégie ce domaine-là. Mais on est amené en Guadeloupe surtout à tout faire, en Martinique aussi. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans le journalisme? Quel domaine? Le politique, le social? Peut-être pas le sportif. J'ai rarement entendu dans le sportif. Oui, c'est difficile le sport. Le sport est très très difficile. J'aime bien la justice, j'aime bien la politique. J'en traite un peu de temps en temps. Je fais un peu de tous les faits divers aussi. Mais la justice et la politique, c'est pas mal. Alors, le dernier volet, c'est le volet de la formation. Comment on devient journaliste? Par quel chemin? Alors, on sait que, par exemple, pour être médecin, il faut faire un doctorat. Est-ce que pour être journaliste, il faut passer un doctorat? Non, pas forcément. De plus en plus, les chaînes de télévision, les médias, presse écrite, Internet aussi, réclament beaucoup de jeunes formés, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le journalisme. Il ne faut pas faire un doctorat, mais il faut quand même se former, avoir une grosse culture générale dès le lycée. Être curieux de tout, peut-être. Être curieux de tout, s'intéresser à tout, lire tout. Ne pas se cloisonner à quelque chose, ne pas dire qu'un sujet, ça ne m'intéresse pas. Il faut s'y intéresser, il faut chercher. Ensuite, il faut partir se former, faire un bac peut-être littéraire, même tous les bacs mènent au journalisme. Aller dans une université, faire au moins une université, ensuite se former, c'est aujourd'hui obligatoire, faire une école de journalisme, reconnue ou pas, et ensuite être sur le marché du travail. On dit aussi de plus en plus, beaucoup de journalistes de la nouvelle génération ont fait Sciences Po. Oui. Alors c'est la voie entre guillemets royale, entre guillemets, mais ce n'est pas que cette voie-là. L'université, ça mène aussi. Et puis on peut être brillant et sans passer par une école. Sans diplôme, ça existe. Hein. Voilà, être un brillant journaliste. Voilà, être un brillant journaliste. Oui. Ça se forme aussi, on se forme aussi sur le terrain, sur le tas et dans la vie continue. Un dernier sujet qui intéresse les jeunes et qui nous intéresse, c'est le rapport entre le média d'une manière générale et ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Comment faire le distinguo? Comment gérer ça? Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont pris du poids. Absolument. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont incontournables, mais ce ne sont pas des médias. Ce ne sont pas des rédactions, puisqu'il y a tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il faut les vérifier, il faut vérifier l'information surtout, recouper 2 ou 3 fois avant de la diffuser. On ne peut pas être journaliste sur les réseaux sociaux sans avoir un minimum de vérification. Oui. Je me permets de vous sustenter. Et donc, est-ce que ces réseaux sociaux perturbent le métier aujourd'hui? Oui. Perturber, c'est une source d'information, indéniablement, mais c'est aussi un phénomène de perturbation. Parce que les Guadeloupéens, les internautes ne comprennent pas que sur les réseaux sociaux, il y ait ce flux d'informations et que les médias, entre guillemets, traditionnels ne traitent pas
ces informations-là. Parce que tout n'est pas vrai sur les réseaux sociaux, Voilà, c'est ça. Tout n'est pas vrai. Il faut absolument vérifier. Il y a beaucoup de fake news. C'est la mode maintenant, les fake news. Donc, forcément, on ne va pas les traiter. D'accord. Olivier Lancien, je vous remercie d'être venu. Et dernier mot avant qu'on passe au téléphone avec Madame Sandra Abéli, qui est infirmière. Je vous posais la question. Est-ce qu'il faut être journaliste en Guadeloupe aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez dire à un jeune aujourd'hui d'entrer dans ce métier? Au contraire, non, n'y venez pas, on est trop nombreux. Non, je ne pourrais pas dire. Non, c'est un métier de passion. Si on veut, on peut, on doit se donner les moyens, et peu importe la difficulté. Merci Olivier, et la semaine prochaine on recevra notre confrère de votre radio, les 13h34. Je crois qu'on va entrer en contact tout de suite avec Sandra Abéli, puisque dans un instant Elisabeth Adilaï est déjà là et on va partir en croisière et faire du tourisme. Bonjour Elisabeth. Bonjour Daniel. Est-ce que Madame Abéli est là? Bonjour. Bonjour. Alors, je sais que la journée de la femme, ce n'est pas une seule journée, ce n'est pas seulement le 8 mars. La journée de la femme, certaines femmes disent c'est toute l'année. Et vous avez prévu de faire quelque chose dans le cadre de cette manifestation. Alors, absolument. Donc, je me présente, Sandra Abéli-Etienne. Je suis la présidente de l'association Infirmiers en Mouvement. Oui. Donc, c'est une association qui regroupe les infirmiers exerçant dans tous les secteurs d'activité en Guadeloupe. Donc, dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, notre association ainsi que celle du Volcan Fleuri de Saint-Claude a décidé d'organiser une conférence débat autour justement de la femme potomitan entre fierté et fardeau. Oui. Donc, cette manifestation aura lieu ce samedi, donc demain, samedi 17, de 18h à 20h au Centre socioculturel de Saint-Claude. Madame Abéli, vous savez qu'il y a beaucoup de femmes qui refusent cette dénomination de femme potomitan aujourd'hui. Alors absolument. Justement, nous aurons avec nous Madame Hélène Marie-Angélique, oui, qui est l'ancienne déléguée régionale aux droits de la femme, et qui nous fera une intervention justement sur celle qu'on appelle actuellement la femme rose Cayenne. Ah. Donc c'est vrai que maintenant les femmes refusent de porter ce titre de femme potomitan. Pourquoi? Parce qu'en fait ce titre est pesant maintenant. Oui. Donc Madame Marie-Angélique Hélène, elle nous fera justement une intervention sur la nouvelle dénomination appelée femme rose Cayenne. Vous pouvez me dire un petit peu plus qu'est-ce que c'est une femme rose Cayenne, parce que je ne sais pas. Alors la femme rose Cayenne, il y a beaucoup de caractéristiques pour la définir. Donc en fait c'est celle qui respecte la parole donnée, oui, premièrement. Elle valorise aussi la complémentarité au détriment de l'hégémonie. Oui. Elle privilégie la communication. Donc il y a beaucoup de caractéristiques par rapport à cette nouvelle dénomination. Mais vous ne dites rien de sa relation avec son mari? Ah, très bien, mais je vous invite justement, et j'invite la population, parce qu'on ne peut pas tout dire, bien entendu. D'accord. J'invite la population à nous rejoindre, et elle aura en tous les cas, Madame Marie-Angélique, le plaisir de vous définir qu'est-ce qu'une femme rose Cayenne. Bien. Voilà. Bien, donc, écoutez... nous aurons aussi d'autres intervenants, si vous le permettez. Allez-y. On aura avec nous Monsieur Otto Raymond, qu'on ne présente plus, donc sociologue, anthropologue. Oui, bien sûr. Et on aura aussi Madame Marie-Hélène, la psychanalyste, docteur en sciences humaines, donc qui nous feront le plaisir de nous parler en fait de l'évolution de la femme. Nous aurons aussi Micheline Selbonne, qui est une artiste peintre, et Monsieur Marius, qui est un peintre aussi à Basse-Terre, qui vont nous exposer leurs tableaux. Bien, écoutez, on souhaite du succès à votre manifestation. On donne rendez-vous donc à Saint-Claude, qui est ma commune, je le signale en passant. Et donc, rendez-vous à Saint-Claude. Le lieu, précisez encore le lieu, Madame Abéli. Alors, la manifestation aura lieu au Centre socioculturel de Saint-Claude, donc demain, de 18h à 20h. C'est une manifestation gratuite et ouverte à tous. Bien, on vous remercie. Et pratiquement 13h38, c'est le moment de partir en croisière et en tourisme avec Elisabeth qui est là. Je ne sais pas si le générique est prêt. Oui.
le générique de... Oui, eh bien, on va balancer le générique et on démarre tout de suite après avec Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Danick, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs. Et je crois que vous allez nous emmener très 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 loin. On prend l'avion cette Oui, semaine. on prend l'avion, pas le bateau. On prend l'avion Ah oui. et je vous emmène sur une très jolie destination qui est Singapour. Tout à fait. Alors j'ai choisi cette destination parce que c'est différent déjà. Oui. C'est loin, Ah oui, très c'est différent. l'Asie. Oui, c'est l'Asie, oui. Et c'est une île qui est très très moderne. Alors pour la situer, c'est au sud de la Malaisie, donc en Asie. C'est une île indépendante depuis 1965. Auparavant, c'était rattaché à la Malaisie. Et c'est une île très très moderne, multiethnique, puisqu'on on retrouve 3 ethnies principales, les Chinois, mais aussi les Malais et des Indiens. Donc en fait, c'est une population qui est très métissée et donc ça fait un tourisme très intéressant, très enrichissant. Et même si ce n'est pas très grand, puisque c'est une superficie de 719 km². Plus petit que la Guadeloupe. Plus petit que la Guadeloupe, 5 millions d'habitants. Pardon, 700 km² et 7 millions d'habitants. Oui. Mais comment ils font? Alors, ce sont des îles. Oui. Donc, il y a des îles, hein, il y a 65 îles. Oui. Et il y a bien sûr Singapour, dont la capitale est également Singapour. Et c'est une ville qui s'est développée avec une modernité que beaucoup jalousent, hein, avec des grands immeubles. Puisque aujourd'hui, si on veut découvrir une ville en se baignant, c'est possible. Il y a des immeubles tout en verre, 55 étages, et au-dessus, une piscine immense. 3 piscines olympiques, donc vous imaginez, on est sur des dimensions que nous, on ne connaît pas. Hein. Oui, donc, ville moderne, 2e port au monde, donc c'est pour vous dire un peu l'activité commerciale et de croisière aussi. C'est la 4e place financière au monde et c'est un pays qui s'est développé vraiment sur, effectivement, le commerce, la finance. C'est très safe. Oui. Singapour, c'est une île où vraiment on peut se balader le soir, il n'y a aucun problème. Bon, il n'y a pas la sécurité est totale. La sécurité est totale parce que les lois sont très strictes aussi, hein, donc on ne fait pas n'importe quoi. Oui. C'est un pays effectivement qui est musulman, majoritairement musulman, avec des lois, donc on respecte et vraiment le touriste est mis en avant aussi, très respecté, mais bon c'est un échange, hein, quand on va quelque part on sait se tenir et on sort vraiment sans problème. Alors quels sont les endroits intéressants à voir à Singapour? Alors déjà pour s'y rendre, donc nous on peut vous faire partir de Pointe-à-Pitre, mais il y a de nombreuses compagnies qui s'y rendent, notamment Air France, mais aussi Qatar Airways qui est une compagnie aussi très moderne, très jeune, et vous verrez les services sont aussi de grande qualité. Et puis après, une fois qu'on est à Singapour, donc la période c'est entre novembre et février, donc même un petit peu plus tard, puisque c'est la saison où on peut vraiment découvrir et être tranquille au niveau du climat. On peut découvrir donc le Mélion qui est sur la baie. Alors c'est un très beau, c'est une très belle statue, moitié lion, moitié poisson, avec de l'eau. Je crois que j'avais une photo qui est sur la baie de Singapour et c'est magnifique. C'est un très très beau lieu touristique. Après, je l'ai dit, donc il y a Little China, donc c'est Chinatown, qui est vraiment un environnement où on se croirait en Chine. Vous avez pareil Little India, où c'est l'ambiance. Donc c'est vrai que sur une destination, vous retrouvez plusieurs ambiances. Il y a aussi le Singapour Zoo qui est magnifique, qui est sur 101 hectares et qui nous propose des night safari à partir de 19h. Donc vous faites des safaris en pleine nuit, c'est juste magnifique. Et vous avez aussi un jardin qui est très atypique, avec des arbres en structure géante. On a vu aussi une photo, des structures métalliques. Et c'est juste très dépaysant et magnifique.
Donc, c'est vraiment une destination à découvrir. Alors, quel type de séjour vous proposez pour y aller? Alors, nous, ce qu'on propose, alors il faut savoir que c'est quand même assez long, puisque de Paris, c'est 12 heures d'avion. Donc, si on y va, c'est pour... Voilà, oui. exactement. On sait même plus quelle journée qu'on arrive là. Exactement. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir découvrir Singapour, et on est tout près de l'Indonésie, donc c'est bien de pouvoir découvrir un petit peu l'Indonésie. Oui. Et nous, on a choisi donc 2 îles qui sont Java et Bali. Bali, voilà. Connu, bien sûr. Donc, sur Java, on vous propose d'aller à Jakarta, qui est au sud-ouest de l'île, et on peut découvrir un très beau temple bouddhiste qui est placé à l'UNESCO. Donc comme une des merveilles de l'UNESCO. Patrimoine immatériel. Exactement. Et qui s'appelle le Borobudur, et qui est un magnifique temple bouddhiste. Donc ça, c'est une des qualités de ces îles. Il y a beaucoup de temples de toutes les ethnies, et là, nous, on vous propose celle-là. Et après, on vous propose Bali, parce que Bali, c'est mythique. On peut aller en Indonésie, Bali, hein. Voilà, sans aller voir ce qui se passe à Bali. Donc, avec ces magnifiques villas à bord de mer, on est dans des lieux tout simplement paradisiaques à l'autre bout de chez nous. Donc, on vous propose un petit séjour comme ça sur une dizaine de jours. Singapour, Java, alors, Bali. En fait, c'est Pointe-à-Pitre Paris. Pointe-à-Pitre Paris. Oui, avec stopover. Alors, on peut, en fonction de la demande, soit on reste, on fait un stop sur Paris à l'aller ou au retour, ou on y va direct, puisque les vols sont de nuit. Oui. Et après, on vous embarque pour Singapour. Alors, c'est vrai que c'est loin, c'est beau. On peut le faire aussi en bateau, puisqu'il y a des bateaux, des compagnies de croisière qui nous le proposent, notamment la Royal Caribbean, mais aussi d'autres compagnies. Mais au départ de quel port? Donc au départ de Singapour. On vous emmène jusqu'à Singapour, et ensuite vous faites des escales sur l'Indonésie. Donc c'est vraiment une très très belle destination à découvrir, et tous ceux qui l'ont fait en tout cas en gardent un merveilleux souvenir. Ville moderne d'un côté pour Singapour, et puis exotisme pour Java et Denpasar avec Bali. Voilà. Alors, quelles sont les dispositions pratiques pour ce genre de voyage? Alors, le passeport, toujours. Sûr. Alors, valide 6 mois. Passeport et visa ou passeport sans visa? Alors, il y a des accords. Donc, aujourd'hui, on n'est plus obligé d'avoir des visas. Donc, c'est beaucoup plus simple. Ce sont des pays qui sont tous très tournés vers le tourisme. Hein. Donc, c'est vrai qu'ils ont développé des accords. Donc, il y a des accords, pas besoin de visa. Passeport valable 6 mois après la date de retour. Par contre, on conseille les vaccins, les vaccins qui sont conseillés chez nous. Voilà, il n'y a pas de vaccin supplémentaire. Et pour l'argent anti-moustique. Alors, il y a le dollar malais, et sinon, on peut utiliser le dollar aussi US. Donc, après, c'est très pratique, et encore une fois, ils sont très, très adaptés à la venue des touristes. Donc, c'est pratique. Par contre, il faut effectivement commencer à préparer son voyage bien à l'avance. Prévoir aussi un petit kawé, parce que c'est un peu comme chez nous. C'est proche de l'équateur, donc il y a souvent des petites pluies, donc prévoir ça, mais c'est les seules choses un petit peu spéciales à prévoir pour partir sur ce genre de destination. D'accord. Voilà. Alors, chez vous, comment ça se passe? Alors, on vient vous voir? Alors, vous venez nous voir, on vous donne on a déjà des séjours tout faits, mais après, on peut faire du à la carte, comme on aime bien le faire. Donc, vous venez nous voir, bien sûr, dans l'une des 4 agences, Pointe-à-Pitre, Moule, Basse-Terre ou Marie-Galante. Et en fonction de votre budget, du temps que vous voulez passer là-bas, on vous fait nos offres sur cette destination qui est Singapour et l'Indonésie. Si vous avez raté le début de cette chronique, qu'est-ce qu'on fait? Alors sur le Facebook, ou alors sur le www.zcl.tv prochainement, ou encore sur agence de voyage Riverain Tour sur Facebook. Voilà, Elisabeth, on vous remercie, et on rappelle que dimanche prochain... Alors, dimanche prochain, normalement, on fera une jolie visite. Oui, on ne dit pas encore où? Non. Bon, alors, on le saura à partir de lundi. Exactement, voilà. En tout cas, vendredi prochain, on en parlera. Merci. Je souhaite un bon week-end à tout le monde. Merci. Et on le souhaite à tous nos téléspectateurs, tous nos auditeurs aussi de la radio RHT de C10FM, et puis à toute l'équipe qui nous aide à réaliser le ZCL toute la semaine. On se retrouve à partir de lundi. Je rappelle, il faut sourire un peu.
qu'Eduardo Monta a été condamné à 300 €. Il a dit que c'est une mascarade, je crois qu'il a un petit peu raison. En tout cas, il a dit qu'il ne paiera pas, même pas un seul centime de ces 300 €. On se quitte sur cette nouvelle un petit peu humoristique. Il est 13h48. Si vous n'avez pas encore déjeuné, je le dis tous les jours à la même heure, faites comme moi, il faut manger là. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous.